Et bienvenue dans l'heure de Ferry sur LCI. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, comme chaque week-end d'ailleurs, sur LCI pour évoquer des thèmes d'actualité, les décrypter ensemble et des thèmes dont on a moins parlé également, mais qui vous ont interpellé ces derniers jours. On va commencer par l'un des thèmes forts de cette semaine, c'est la tension entre la France et Israël, les accusations de l'État hébreu après l'assassinat de 2 employés de l'ambassade d'Israël à Washington jeudi. On va écouter Benjamin Netanyahou. Je dis au président Macron, au Premier ministre Carney et au Premier ministre Starmer, lorsque des meurtriers de masse, des violeurs, des tueurs de bébés et des kidnappeurs vous remercient, vous êtes du mauvais côté de la justice, du mauvais côté de l'humanité et du mauvais côté de l'histoire. Ces dirigeants peuvent penser qu'ils font avancer la paix, mais ce n'est pas le cas. Ils encouragent le Hamas à continuer à se battre pour toujours, en leur donnant l'espoir de créer un deuxième État palestinien. Voilà, le président Macron qui avait parlé de honte pour qualifier les agissements d'Israël dans la bande de Gaza, territoire à la population, on le sait, est affamée, bombardée quotidiennement, et surtout la France qui appelle à une reconnaissance de l'État palestinien dans les prochaines semaines. On verra ce qu'il se passera. Une réaction, Luc Ferry? D'abord, je rappellerai que Emmanuel Macron n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme, alors que 2 anciens présidents de la République y étaient, donc il avait tout à fait sa place et il pouvait même être le leader de cette marche. Il n'y est pas allé, ce qui est quand même un signe qui a frappé toute la communauté juive française et bien au-delà d'ailleurs. Et puis, je rappellerai aussi que reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est absurde. Sous condition. Je vous explique pourquoi. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que s'il y avait même avec toutes les conditions que vous voulez. S'il y avait des élections aujourd'hui, le Hamas les gagnerait s'il se présentait. Et donc, on a vu quand même des manifestations anti-Hamas dans la bande de Gaza. Reconnaître un État palestinien sans préciser qui en serait le président, c'est non seulement absurde intellectuellement, mais c'est une honte sur le plan moral et politique. C'est un cadeau fait au Hamas. Et donc vous savez, je vais être très clair. Je n'aime pas Netanyahou et je pense qu'il a une catastrophe absolue, non seulement pour Gaza, qui est pas seulement une prison à ciel ouvert, mais c'est un enfer à ciel ouvert aujourd'hui. J'en ai parfaitement conscience. Et je pense que c'est une catastrophe pour Israël, parce que ça n'est pas quelqu'un qui veut la paix et 2 États. Il a toujours été hostile aux 2 États. Donc, et je pense que par ailleurs, je suis sur la ligne Eli Barnavi. Voilà, qu'on va pas accuser Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, d'être un antisémite. Et donc, je suis sur la ligne Eli Barnavi. Et je pense en effet que le problème majeur de Netanyahou, c'est d'éviter la prison. Voilà. Oui. Bon. Donc, c'est pour vous dire que je suis pas spécialement un pro-Netanyahou. Je pense que c'est une catastrophe pour son pays. Or, j'ai des amis franco-israéliens qui pensent au contraire qu'il fait le boulot. Oui. J'en ai d'autres, je vais pas citer de nom. Mais j'ai une dame qui me disait, il y a très peu de temps, il aurait dû passer en cour martiale dès le 8 octobre parce qu'il est... Au minimum, il n'a pas vu arriver le 7. Mais ça reflète effectivement que la population est complètement divisée en Israël. Oui, d'ailleurs, ce que dit Eli Barnavi à juste titre, c'est qu'Israël est au bord de la guerre civile. Oui. Il dit on aura du sang dans les rues, il a dit ça. Voilà, il faut écouter Eli Barnavi. C'est non seulement un ambassadeur d'Israël en France, mais c'est un très grand historien, c'est pas un imbécile. Bon, ayant dit ça, les propos de Jean-Noël Barrot, ça me fait vomir, je vous le dis très franchement. Alors, il a réagi assez, on va peut-être voir justement ce qu'il a dit, accusé d'encourager l'antisémitisme ou le Hamas. Quiconque défend la solution à 2 États est absurde et calomnieux. Voilà ce qu'il a dit, Jean-Noël Barrot. Mais effectivement, quelques jours plus tôt, il avait eu une autre réaction. C'était chez nos confrères de France Inter, qui sème la violence récolte la violence. Et effectivement, qui a fait réagir beaucoup la communauté juive en France, notamment le grand rabbin de Strasbourg. Regardez ce qu'il met. Qui sème la violence récolte la violence, prononcé à propos d'Israël, ne relève pas d'un banal dérapage diplomatique. Il constitue une faute morale, historique et politique d'une gravité abyssale, donc le grand rabbin de Strasbourg. Je suis intégralement d'accord avec le grand rabbin de Strasbourg. J'ai reçu d'ailleurs sa lettre à Barrot en entier ce matin. Je l'ai lu très attentivement et en effet, les propos de Jean-Noël Barrot, c'est une ignominie tout simplement. Ce sont des propos intégralement pro-Hamas. Voilà, il doit garder une position intelligente et équilibrée sur le sujet qui est celle, moi je dis Eli Barnavi, voilà très bien. Et donc c'est pas défendre Netanyahou, c'est pas dire que ce qui se passe à Gaza est formidable, mais là
ça revient à dire par rapport aux 2 jeunes gens qui ont été assassinés au musée de Washington, qu'au fond, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Ça veut dire que ça met en danger tous les juifs de la planète. Et il y a des juifs qui sont très hostiles à Netanyahou, j'en connais plein. Oui. Voilà. Et donc, ça revient à dire, voilà, vous avez semé la violence, vous récoltez la violence. Non, mais c'est dingue. Et ce type, quand il était ministre du numérique, avait déclaré que ChatGPT était un perroquet approximatif. Il ne dit que des âneries. Il faut qu'il démissionne. Voilà. Alors, comment faire pression sur Netanyahou pour parvenir à une solution à Gaza quand on voit des images terribles, quand on a des témoignages, effectivement, des journalistes palestiniens qui nous racontent le quotidien des Palestiniens. Comment faire pression sur Netanyahou pour mettre fin à tout cela? Les démocrates israéliens, c'est à eux de le faire, ils le font. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'Eli Barnavi, je n'arrête pas de le citer parce que je trouve qu'il a une très bonne boussole dans cette affaire. C'est pour ça que Israël est au bord de la guerre civile, parce que il y a quand même beaucoup de gens en Israël qui sont des vrais démocrates et qui considèrent que Netanyahou est en train d'installer une dictature. Ce sont les mots à nouveau de Barnavi. Il est en train d'installer une dictature, et donc je pense que la résistance, elle doit venir de l'intérieur. Nous ne pouvons quasiment rien faire. La communauté internationale, elle a un rôle aussi à jouer. Non, on croit ça, mais d'abord, invitez mon camarade Hubert Védrine, il vous dira que la communauté internationale, ça n'existe pas. Il a raison, ça n'existe pas. Et donc, non, je n'y crois pas. Les États-Unis, évidemment. Les États-Unis, d'ailleurs, je pense que Trump est sur ce sujet plutôt en train de lâcher Netanyahou, mais il est clair que c'est pas un hasard si Netanyahou a viré le patron de la sécurité intérieure, qui ne cessait de le critiquer. C'est pas un antisémite. Bon, je pense pas que le patron de la sécurité intérieure qui critique Netanyahou soit un antisémite. Bon, et donc on a une catastrophe qui s'appelle Netanyahou, et je pense que cette catastrophe Netanyahou, il faut que les démocrates israéliens fassent le travail. Nous, vu de la France, on parle, voilà, Macron il parle, ça pour le verbe, il est champion du monde, mais ça n'a aucun effet. Oui. Et donc les États-Unis, si, ils peuvent vraiment faire quelque chose. D'ailleurs, ils sont en train d'essayer d'obtenir une trêve, mais c'est pas une trêve dont on a besoin. On a besoin, voilà, d'une. Alors bon, le projet de Trump, franchement. Il est quand même très faire de Gaza une Riviera. Je crois que c'est pas gagné. Hein. Bon, oui, il l'a redit en plus récemment, effectivement. Oui. La France et l'Arabie, qui demandent de nouveau à l'ONU, hier, des actes en faveur de la solution à 2 États, Paris et Riyad, qui présideront au mois de juin une conférence internationale sur la question palestinienne. La France doit aller vers une reconnaissance de cet État palestinien. On le rappelle, sous condition, bien sûr, désarmer, faire partir le Hamas. Surtout pas. C'est une ânerie complète. C'est à nouveau une ignominie. Tant qu'on ne sait pas qui dirigerait cet État palestinien. Bien sûr que je suis pour les 2 États, je suis pour un État palestinien, comme tout le monde aujourd'hui, hein, même les États-Unis. Bon, mais tant qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas la sécurité d'Israël, et donc ça suppose, il faut absolument. J'ai beaucoup aimé les accords d'Abraham, et je pense qu'on a eu tort de critiquer Trump sur ces accords d'Abraham qui sont quand même vraiment très. Même si l'Arabie Saoudite n'a pas eu le temps de les signer, elle allait les signer, et donc je pense qu'il faut un accord entre les États-Unis et ces pays arabes, oui. Parce que c'est eux qui peuvent assurer la sécurité. Israël va avoir besoin de l'Arabie Saoudite, des Émirats, etc., pour assurer, de ceux qui ont signé les accords d'Abraham, pour assurer la sécurité d'Israël et de Gaza, d'une certaine manière. Après Gaza, est-ce qu'il n'a pas un peu du plomb dans l'aile, cet accord, effectivement ? Il faut non seulement il n'a pas de plomb dans l'aile, il est plus d'actualité que jamais. Évidemment, les populations arabes ont dit, voilà, il fallait pas le signer, parce que regardez ce qui se passe. Bon. Et donc, mais néanmoins, il faudra bien un accord entre ces pays arabes qui sont pas hostiles à Israël, et je parle des dirigeants, je parle pas des populations, c'est autre chose. Et puis Israël et les États-Unis pour y arriver. L'Union européenne ne joue aucun rôle là-dedans. C'est pas la peine de Macron y parle, mais bon, il parle toujours, ça change rien à rien. Et justement, écoutons l'ambassadeur israélien aux États-Unis, justement sur le rôle du président. L'antisémitisme est en hausse, non pas à cause de la réponse d'Israël, mais à cause de pays comme la France, qui dans ces circonstances, maintenant, demain, prévoit de proposer la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien. Ainsi, les Français et leur moralité tordue sous le gouvernement de Macron vont déclarer le 7 octobre la journée de l'indépendance de la Palestine. C'est un sens de la moralité tordue. Ils devraient avoir honte. Nous allons nous opposer à cela dans le domaine de la diplomatie également.
Voilà, alors évidemment, là, c'est un peu dans l'extrême. Il dit autant de conneries que les autres en face, donc c'est ça qui est navrant. Parce que parler des Français est idiot. Qu'il critique Barrot, qu'il critique Macron, c'est son droit. Et en effet, sur la reconnaissance d'un État palestinien aujourd'hui, il faudra y arriver, mais dans l'état actuel des choses, ça n'a pas de sens. Ce serait un cadeau fait au Hamas absolument incroyable. Et donc, c'est pas du tout... Donc là, qu'il critique les dirigeants français, mais qu'il ne critique pas la France et les Français. La France, je le rappelle, c'est la plus grande communauté juive au monde, en dehors évidemment des États-Unis et d'Israël. Donc c'est pas pour rien. Heureux comme un juif en France. Bon, et donc les Français juifs se sont intégrés dans la République française, dans l'idée républicaine, de manière absolument admirable. Il faut lire les grands historiens, Michel Vinocq, et puis il faut écouter ce que dit le grand rabbin de France, mon petit camarade Raïm Corsia, pour qui j'ai une vraie amitié, affection. Bon, et donc c'est des gens qu'il faut écouter, et qui aiment la France, contrairement à ce que dit Crétin. Voilà, je suis désolé d'employer des mots qui sont... Mais c'est tellement énervant ce qui se passe qu'on peut pas dire des choses non plus avec des mots diplomatiques. Enfin, cela dit, ce qu'a dit Barrot, c'est une ignominie. Voilà, il faut le dire. C'est en effet, on peut pas faire un discours à la fois plus pro-Hamas et en même temps qui incite au meurtre des Juifs. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est ça son discours. Qui sème la violence récolte la violence. Vous vous rendez compte ? Comme si les malheureux qui ont été assassinés à Washington avaient semé la violence, comme s'ils savaient s'ils étaient pro-Netanyahou ou pas, et comme s'ils récoltaient la violence. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour un ministre des Affaires étrangères ? Qui a réagi effectivement aussi en disant que quiconque défend la solution à deux États n'est pas antisémite. Voilà ce qu'il a dit. Qui reconnaissent la solution à deux États. Alors, tout le monde le fait, ça n'empêche pas de dire des bêtises. Changer de thème, si vous le voulez bien, Luc Ferry, parler d'un thème dont vous vouliez d'ailleurs illustrer par la sortie de plusieurs ouvrages, dont celui de Samuel Fitoussi. Pourquoi les intellectuels se trompent ou comment nombre d'intellectuels s'éloignent du sens commun. On va regarder la thèse de Samuel Fitoussi. C'est quoi ? Ici, la culture, l'intelligence et l'éducation n'étaient pas des gages de sagesse, mais en réalité prédisposés à l'erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Luc Ferry ? Non, c'est un mauvais livre, mais je suis désolé de le dire, parce que le diagnostic est bon, évidemment. La faillite des intellectuels au XXe siècle, à part, on cite toujours Raymond Aron, d'accord, mais moi, voilà, évidemment qu'on le cite à juste titre. Raymond Aron était vraiment un grand bonhomme, et c'est vrai qu'il a toujours eu raison. Mais l'explication n'est pas du tout la bonne. Et donc, il faut comprendre pourquoi des gens de très grande culture et d'intelligence c'est pas fourvoyé. C'est pas que leurs erreurs ou leurs fautes ne leur ont pas nui, c'est que ça leur a rendu service. Il faut comprendre pourquoi. La phrase clé, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Mieux vaut avoir tort avec Sartre. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que le point de vue moral est toujours gagnant, c'est ça. Et donc après, il y a des considérations historiques. Ce qui fait que Foucault et Sartre ont défendu Khomeini. Ils ont quasiment tous été soit maoïstes, soit communistes, soit trotskistes. Mais ils ne se sont pas repentis pour autant. Y compris, au contraire. Mais justement, il faut comprendre pourquoi. Parce que comme le point de vue moral excuse tout, par exemple, les maoïstes disaient, mais on était maoïstes, d'accord, comme Solers par exemple. On était maoïstes, mais on était anticommunistes, puisque les maoïstes critiquaient le révisionnisme de Khrouchtchev. Donc, en fait, ils étaient plus staliniens que la Russie, mais ça leur permettait de dire. Et puis, on était du côté du peuple, on défend. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, si vous voulez, pour comprendre, même Edgar Morin, qui était au PC. Bon, Foucault était au PC, Althusser au PC. Bon, je vais pas citer mes amis qui sont vivants, pas leur faire de tort, mais enfin, ils étaient quasiment tous soit trotskistes, soit maoïstes, soit communistes. Donc, ils ont accompagné les pires saloperies au monde. Le communisme, c'est 120 millions de morts, c'est pire que Hitler. C'est pire que le nazisme. Et donc, il faut quand même partir d'une considération historique, c'est qu'au lendemain de la guerre, imaginez-vous en 45. Imaginez la catastrophe absolue que nos parents, grands-parents ont vécue. Au lendemain de la guerre, l'Europe, la vieille Europe des Lumières, elle apparaît comme responsable de 2 catastrophes. Et c'est ça que Fitoussi devrait dire. Responsable de 2 catastrophes. 1, la colonisation. Oui. Qui est quand même une vraie catastrophe humaine. Bon, et deuxièmement, le nazisme et le fascisme partout en Europe. C'est pas que Hitler, c'est Mussolini, c'est Pétain, c'est Franco, c'est Salazar, etc. Et donc, du coup, un intellectuel au lendemain de la guerre, il se dit, l'héritage des Lumières, il n'y a plus que le communisme, il n'y a plus que Marx.
Voilà. Et donc, ils deviennent tous marxistes. Donc, ils rentrent dans ce marxisme plus ou moins délirant. Après, ça devient Mao, c'est le PC ou c'est les trotskistes. Bon, les trois sont atroces, humainement parlant. C'est des abominations, les trois. Mais de toute façon, ils rentrent dans le marxisme parce qu'au lendemain de la guerre, on peut plus être un intellectuel libéral. Il n'y a que Aron qui va résister. Alors, Fitoussi cite Revel, mais Revel, n'oubliez pas qu'en 1980, Jean-François Revel, qui par ailleurs était d'une grande lucidité sur le communisme, est un des principaux intellectuels à soutenir François Mitterrand, qui va faire alliance avec les communistes. Donc moi, je suis pas très revelien. Ce qu'il dit aussi, Samuel Fitoussi, c'est que les intellectuels de gauche qui finissent par être en désaccord avec la gauche sur la quasi-intégralité des sujets ne passent jamais à droite, mais affirment plutôt vouloir rebâtir une vraie gauche. Pourquoi pas, ils ont raison de repartir une vraie gauche, si reconstruire une vraie social-démocratie. J'ai fait une émission ici avec mon camarade Jacques Julliard pendant des années. J'ai le plus grand respect pour Jacques Julliard. Voilà, ça l'empêchait pas d'être de gauche. Simplement, il y a deux gauches. Il y a la LFI. Donc là, on a une gauche très, très violemment antisémite aujourd'hui. On a une gauche pseudo-révolutionnaire, alors qu'il n'y a même plus d'idées révolutionnaires. Il n'y a plus rien dans les têtes. Et puis, vous avez une gauche social-démocrate. Moi, je respecte des gens comme Cazeneuve. C'est pas ma famille politique. Je suis gaulliste, mais j'ai du respect pour lui. De même que j'avais beaucoup de respect pour Jacques Julliard ou pour le patron de la CFDT, pour François Chérec, avec qui on a fait le service civique, par exemple, et que j'avais réussi à faire nommer président de l'agence du service civique. Bon, François Chérec était un type très bien. C'était la gauche, mais c'était la gauche démocratique. Et ça nous manque. Donc que des intellectuels veulent reconstituer la gauche plutôt que d'aller au Rassemblement national, pourquoi pas? Vous voyez, c'est pour ça que c'est le diagnostic de faillite des intellectuels à 90%, il est juste. Oui. Et il se poursuit. Mais c'est pas les bonnes explications. Difficile d'en parler parce que vous êtes vous-même un intellectuel. Mais est-ce qu'il se poursuit aujourd'hui? Moi, je suis le roi des imbéciles puisque j'ai jamais changé d'avis. Depuis à l'âge de 17 ans, je suis gaulliste. Après, je vais écrire La Pensée 68. Alors, surtout, il citerait pas ça. Bon, j'ai publié La Pensée 68 pour critiquer la faillite des intellectuels, mais je le fais en 1985, pas en 2015, bon, ou en 2025. Et donc, et puis quand je suis ministre de l'Éducation, j'essaie de pulvériser les âneries de la rénovation pédagogique et héritée de mai 68, et je considère que l'immigration n'est pas une chance pour la France, voilà, et que les 3300 milliards d'euros de dette, c'est pas non plus une chance pour la France, et que heureusement qu'on a des gens comme Bernard Arnault, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, qui sauvent l'économie française et qui créent des emplois et qui font rayonner la France dans le monde. Voilà. Ce livre dit aussi que donc ça veut dire que je suis pas vraiment de gauche. Voilà. Alors, je suis gaulliste. Mais en tout cas, vous payez rarement le prix de vos erreurs. En tout cas, c'est ce que dit aussi le livre. Comparé, par exemple, aux entrepreneurs qui les payent cash leur erreur, ils font faillite. Mais c'est idiot, la phrase est idiote. Les intellectuels ne payent pas le prix de leurs erreurs. Mais ce que c'est bête comme phrase, c'est pas qu'ils payent pas, c'est ça qui fait d'eux des intellectuels. Critique, c'est pas ils se sont trompés, ils devraient s'excuser, mais c'est pas ça. C'est précisément parce que ils ont été les critiques de la démocratie libérale à cause de ce que je viens de vous dire, parce que au fond la démocratie héritée des Lumières avait engendré le nazisme et la colonisation. Que c'est pas qu'ils payent pas leurs erreurs, c'est que c'est leurs erreurs qui les ont portés au sommet. Quand vous prenez La Pensée 68, Derrida est le pape du wokisme, Althusser est au PC, Foucault vient du PC et puis il est devenu Mao. Vous prenez les nouveaux philosophes, une bonne partie d'entre eux sont maoïstes. Bon, quand vous prenez cette Pensée 68, c'est pas qu'ils ne payent pas leurs erreurs, c'est que c'est leurs erreurs qui font qu'ils sont au sommet de la vie intellectuelle française. Et que Aron passe pour un chien, que Aron passe pour un cynique pour la réelle politique. Pardon, je suis obligé je m'énerve un peu parce que c'est tellement bête comme analyse. Voilà. C'est pas les erreurs qu'ils n'ont pas payées, c'est les erreurs qui ont fait ce qu'ils sont. Ce sont leurs erreurs parce qu'ils étaient du côté. C'est la morale, la moraline, comme dit Nietzsche. La moraline, c'est le défaut, la maladie de la morale. Ils étaient du bon côté, puisqu'ils étaient du côté du peuple, de la révolution. Ils étaient du côté ils étaient contre la colonisation. Ils étaient contre le fascisme. Ils étaient parfaits. Ils étaient bons. Et ce salaud de Aron était dans la réelle politique et dans le cynisme. Alors, ce qui est complètement faux, évidemment. Il y a une question aussi que se pose la presse qui a lu effectivement ce livre et qui dit à quoi sert la culture et l'intelligence finalement si ça mène à cela. À quoi bon lire? À quoi bon fréquenter les musées? Il n'y a pas besoin de la faillite intellectuelle de 90% des plus grands intellectuels français dans les années 70 pour savoir que l'Allemagne nazie, c'est de là que ça part. L'Allemagne nazie a été c'était à l'époque, dans les années 30, le pays le plus cultivé de la planète, avec les meilleures universités.
L'histoire de la musique, l'histoire de la philosophie. Heidegger, qui à mes yeux reste le plus grand philosophe, bien que ce soit un salaud de nazi, mais c'est quand même malgré tout le plus grand philosophe. Et vous avez toute cette intelligence, toute cette grandeur de l'Allemagne qui se précipite dans le nazisme à 90%. Ce qui veut dire que la culture n'a rien... Alors, il faut vraiment avoir un cul de bulot pour pas le comprendre. La culture n'a rien à voir avec la lutte contre la barbarie. Il faut sortir de malheureusement, Hugo était optimiste. Il croyait qu'ouvrir une école, c'était fermer une prison. Il a jamais dit ça, mais enfin, l'idée y était. Mais vous pouvez être un petit paysan qui a jamais fait d'études et vous êtes dans un camp de concentration pendant la guerre. Vous êtes un type bien, on peut compter sur lui. Et vous pouvez être un grand intellectuel et être une ordure. Et donc la culture et l'intelligence n'ont hélas rien à voir avec la morale. Rien. Alors, voilà. Corruptio optimi pessima, comme on dit en latin. La corruption des meilleurs est la pire. Luc Ferry, j'aimerais bien aussi qu'on parle de la grogne sociale en France, qui est là. Alors, on a parlé beaucoup des taxis, effectivement, qui bloquent certaines artères parisiennes. Il y a une réunion cet après-midi au ministère des Transports. On va voir ce qu'elle donne, même si le gouvernement ne veut pas faire marche arrière sur cette nouvelle convention du transport sanitaire. Mais il y a une autre grogne aussi en cours, c'est celle des agriculteurs. Après un vote en janvier au Sénat sur une proposition de loi qui allégeait certaines contraintes. Selon eux, pesticides ou encore agrandissement des élevages, le texte a été détricoté en commission avant son arrivée lundi à l'Assemblée, et c'est ce dont se plaignent les agriculteurs qui menacent de nouvelles sanctions dès lundi. On a l'impression que il n'y a pas de ligne, qu'on ne sait pas où on va, qu'il n'y a pas de ligne claire au niveau aussi de l'urgence climatique et des défis de la transition. On a l'impression qu'on retourne un peu en arrière. Vous avez entièrement raison. Je retourne moi-même en arrière une seconde pour vous conseiller de voir le film de Marek Alter-Tzedek, où il a interviewé ce qu'on appelle les justes, et à 90%, c'est des gens, c'est pas du tout des intellectuels, c'est un petit cordonnier, c'est un petit paysan, et c'est un film formidable, c'est l'anti-Lanzmann, si je puis dire, parce qu'on voit à quel point on peut être quelqu'un de formidablement bien moralement, sans avoir de culture, et on peut être un intellectuel de grand renom et être une ordure. Voilà, c'est très intéressant. Maintenant, je reviens au Mercosur, parce que c'est le problème derrière. Le Mercosur, c'est un très bon contrat pour la France, un très bon deal pour la France, mais pas pour les agriculteurs. Oui, ça c'est bien la question. Oui. Oui, mais le problème c'est que c'est très bien pour les bagnoles et c'est très bien pour les Airbus par exemple, mais c'est pas bon pour les agriculteurs qui ont une argumentation. Ils ont l'impression d'être les dindons de la farce. Oui, et puis d'être les victimes d'un accord qui est bon pour d'autres secteurs que le leur, mais pas pour eux. Et donc, pour les Français surtout, parce qu'il y a des questions de santé. Pour la France, il est très bon. Tous les libéraux. Pour la santé des Français, je veux dire, vous allez vous retrouver avec des produits. Pardon ? La santé des Français. Mais ça c'est un argument, il l'utilise parce que on est dans l'écologie et que c'est un argument tactique qui est très bon. Mais bon, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, donc leur argument, je le rappelle, qui est un argument intellectuellement très fort, consiste à dire l'écologie européenne nous fait peser des poids énormes sur l'usage sur les phytos, les intrants, etc. Et donc, mais eux au Brésil, par exemple, ils n'ont pas ces normes écologiques qui pèsent sur eux, donc c'est de la concurrence déloyale. L'argument est fort. Voilà. Mais il n'empêche que pour Airbus, pour les bagnoles, c'est un très bon contrat. Donc que fait ? Donc il faut trouver un compromis, c'est tout. Donc il faut améliorer le traité. Mais évidemment. Et donc il faut améliorer le traité. Mais alors, je signale une chose, si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne, l'agriculture française est morte. Alors là, on les verra un peu plus sur les rues. Bon, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore quelques années. Mais il y a beaucoup de gens qui plaident pour ça. Il y a beaucoup de gens qui demandent ça, voilà. Mais sans réfléchir que là, pour le coup, ce serait autrement pire que le Brésil. Alors Luc Ferry, évidemment, vous restez avec nous parce qu'on va continuer de parler de l'actualité. On va notamment parler de Donald Trump. Trump qui a proféré de nouvelles menaces hier. 50% de droits de douane à partir du 1er juin. On verra quelle est la réponse des Européens. S'il y a une réponse, on va voir s'il y a un rapport de force qui s'installe. Restez avec nous. En tout cas, c'est l'objet de l'heure de Ferry. Et on parlera aussi de Harvard. C'est la bête noire. Effectivement, du président américain. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à nous dire aussi sur cette université américaine. À tout de suite sur LCI. Que je connais.
Retour dans l'heure de Ferry sur LCI. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et on poursuit notre tour de l'actualité. On revient sur les suites et les réactions après les nouvelles menaces de Donald Trump proférées hier sur l'Europe. 50% de droits de douane dès le 1er juin. La bourse, elle a immédiatement réagi, surtout en Europe. En France, elle a terminé dans le rouge. Wall Street a réagi un peu plus modérément. On rappelle que le président américain avait suspendu ses droits de douane début avril pour 3 mois afin de laisser place à la négociation. Et bien, coup de théâtre hier avec cette volte-face. On l'écoute. On nous a empêchés particulièrement de vendre des voitures à l'Union européenne, ce qui n'est pas correct. Et je dis simplement que nous allons jouer un jeu auquel je sais jouer. Ils ont profité des autres de notre pays. Maintenant, ils ne pourront plus en profiter. Alors pourquoi maintenant, alors qu'on était en pleine pause, normalement cette pause devait nous conduire jusqu'à début juillet pour laisser place aux négociations, pourquoi cette volte-face maintenant? Est-ce que c'est pour montrer que c'est toujours lui le plus fort? C'est pas du tout une volte-face, c'est la continuation de son projet, parce qu'il considère que la proposition de l'Union européenne qui est de baisser les droits de douane pour tout le monde, lui ce qu'il demande c'est qu'on les baisse uniquement pour les produits de l'Union européenne. Donc il considère que la négociation n'aboutit pas, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Bernard Arnault lui-même, il a dit la négociation est mal partie, elle n'aboutit pas. Et donc Trump, c'est pas une volte-face, donc il reprend son point de vue du départ, qui est de punir l'Union européenne. Il a dit qu'on était pire que la Chine. Alors ce qui est très emmerdant, très embêtant, je vais parler correctement, c'est que l'Union européenne a préparé un système une réponse, des mesures de rétorsion, si je puis dire, sur 95 milliards de produits américains qu'on taxerait. Alors c'est essentiellement les avions, les bagnoles, les Harley-Davidson, d'autres choses. Bon, mais voilà, pour répondre, et dans ce cas-là, on rentrerait dans une espèce de guerre des douanes, si je puis dire, mais que Trump est certain de gagner. Je vous explique pourquoi il la gagnera. Voilà, parce que 20 milliards d'exportations américaines, Harley-Davidson, soja, réfrigérateur, tondeuse à gazon, encore jus d'orange et d'autres produits qui pourraient bien sûr encore les arriver. Bagnoles et les avions aussi. Et donc, pourquoi Trump est sûr de gagner? Et pourquoi il fait ça, évidemment, avec toujours la même brutalité, mais pourquoi il est sûr de gagner? Pratiquement 70% des pays de l'Union européenne achètent encore des F-16 et des F-35. Des patriotes. Alors la Suisse, le Danemark, alors la Suisse n'est pas dans l'Union, mais enfin c'est un pays d'Europe. L'Allemagne, le Danemark, la Pologne évidemment, la Pologne qui a rien à foutre des Rafales, qui déteste la France, qui n'aime pas la France. Soyons clairs, préfère les États-Unis depuis toujours. Traité d'amitié qui vient d'être signé. Et donc on va, mais non, mais c'est la réalité. La Pologne a toujours considéré que ce qui la protégeait, c'était les États-Unis et certainement pas le nucléaire français, ce qui d'ailleurs est pas faux. Et donc il y a encore 600 avions américains qui sont en commande. Et d'autre part, toute l'infrastructure numérique européenne est américaine. Donc que ce soit les messageries, que ce soit Microsoft Outlook 365 ou que ce soit les avions que Trump pourrait clouer au sol. Lisez l'article de Gilles Babinet qui est tout à fait remarquable sur la dépendance de l'Union européenne face au numérique. Donc si Trump voulait vraiment aller plus loin, on serait privé de messagerie, les avions les 3/4 des armées européennes seraient cloués au sol, et on n'aurait pas les réseaux sociaux, donc on n'aurait pas le cloud non plus. Donc l'Europe est pieds et poings liés finalement. Évidemment. Et donc il faudra encore 10 ans pour qu'on retrouve notre souveraineté numérique, et sans souveraineté numérique, il n'y aura pas de souveraineté militaire. Et donc en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? En attendant, il faut faire ce que dit d'ailleurs le ministre du Commerce extérieur, qui s'est précipité à dire, j'oublie son nom parce que je ne le connais pas, mais il s'est précipité Maroš Šefčovič, le commissaire européen, vous voulez dire? Non, je parle du français. Un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, on va voir quelle est la réaction de l'Europe, en tout cas, qui appelle au respect. Non, le français, c'est plus important. Le français a dit tout de suite, mon cap, ça reste la négociation. C'est pas punir les États-Unis, parce que je pense que ce monsieur a compris que la rétorsion américaine, les réponses américaines seraient pires que les 50% de droits de douane. Et c'est aussi ce qu'a dit d'ailleurs très bien Bernard Arnault. Il a dit, il faut absolument négocier.
Si on rentre dans une logique... Alors, il a dit ça avant que Donald Trump, effectivement, menace de 50%, mais il disait qu'effectivement, c'était mal parti et il a dit que c'était très mal parti. Il saluait l'accord qui avait été passé avec Londres. Le ministre du Commerce extérieur français continue à dire « Mon but, c'est la négociation. C'est certainement pas de rentrer dans une guerre des douanes. » Alors, effectivement, le but, c'est la négociation. L'Europe, elle appelle aussi au respect et non aux menaces. Il dit travailler de bonne foi pour obtenir un accord. On va regarder la réaction de Maroš Šefčovič, qui est le commissaire au commerce. C'est lui qui négocie. C'est lui qui va à Washington. Les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis sont incomparables et doivent être guidés par le respect mutuel et non par les menaces. Nous sommes prêts à défendre nos intérêts. Alors effectivement, est-ce que c'est l'occasion de rentrer dans une nouvelle phase aussi de notre rapport de force avec Donald Trump ? Non, mais c'est des rodomontades, c'est du vent. Et il faut absolument qu'on se prépare au pire. C'est toujours normal dans une guerre. C'est une guerre, c'est pas anecdotique, c'est une vraie guerre. Même si c'est une guerre commerciale et douanière, c'est une vraie guerre. Mais ça va bien au-delà, parce que si les États-Unis nous privent de notre environnement numérique, c'est encore une fois, c'est toutes les messageries. Le CAC 40 est mis par terre à 80%. Bon, ça veut dire toutes les administrations, ça veut dire quasiment toutes les entreprises qui utilisent des mails sont par terre, ne peuvent plus avoir de mails. Bon, c'est toute l'intelligence artificielle. Alors, ChatGPT, c'est américain, Grok, c'est américain, Gemini, c'est américain, Anthropic, c'est américain, Claudia, c'est américain. Il y a pas un truc français. Bah si, il y a Mistral, mais enfin, c'est une 2 chevaux à côté d'une Formule 1. Donc, il faut se réveiller parce que sans cet environnement numérique, on est cloué. Le patron de Mistral ne sera pas très content de ce que vous dites. Pardon ? Le patron de Mistral ne sera pas très content de ce que vous dites. Non, c'est Arthur Mensch, c'est un type très bien. C'est le neveu de Laurent Alexandre. C'est un type très bien. C'est un très jeune polytechnicien qui est hyper talentueux. Ce qu'il a fait est absolument remarquable, mais ça n'a rien à voir avec les LLM américains. Alors, en tout cas... C'est à des années-lumière des LLM américains. Donc, pour l'instant, nous dépendons à 100% des États-Unis sur le plan numérique et à 80% sur le plan militaire. Donc, il faut se réveiller. Alors, accord dont Donald Trump ne veut plus. Il l'a dit hier, voilà, voici mes conditions, c'est 50%. Et on sait aussi ce que pense le président américain de l'Europe, une entité qui a été créée pour l'agacer, pour ne pas prendre un autre terme. On va écouter Donald Trump. Eh bien, je pense qu'il n'y a aucun droit de douane, car en réalité, ce qu'ils ont à faire, c'est s'installer aux États-Unis et y implanter leur usine. Nous avons investi plus de 12 000 milliards de dollars sur 2 ans. Aucun autre président n'a engagé autant d'argent. S'ils construisent leurs usines ici, eh bien les droits de douane ne s'appliqueront pas à eux. Et vous pensez pouvoir parvenir à un accord en 9 jours ? Eh bien, je ne cherche aucun accord. L'accord, c'est nous, et c'est 50% de droits de douane. Mais encore une fois, il n'y aura aucun droit de douane s'ils viennent s'implanter ici. Sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il invite les chefs d'entreprise, et c'est ce qu'ils vont faire pour la plupart, à s'installer et à investir aux États-Unis. Le but de Trump, c'est que la consommation et la production reviennent intégralement sur place, aux États-Unis. Il veut pulvériser l'Europe. Alors, son vrai ennemi, c'est la Chine. Mais s'il peut pulvériser l'Europe au passé, c'est pas un ami, c'est clair. Donc, en vérité, Trump nous rend un service, un signe sur un point. Il nous oblige à nous réveiller. Mais bon, les mesures de rétorsion ne marcheront pas. Mais en revanche, ça nous oblige absolument à construire enfin notre souveraineté numérique et militaire. C'est ça le but. Mais ça prendra 10 ans. Mais c'est ça. Alors que là, on est en train de négocier maintenant. Bah oui, on va déguster. Voilà. Mais parce qu'on est stupide, il fallait le prévoir. Ça fait un moment, depuis Obama au moins, que les États-Unis ne sont pas nos amis. Voilà. Et donc, c'est un allié, mais c'est pas un ami. Et un ami, c'est pas pareil. Et donc, depuis au moins 30 ans, on aurait dû prévoir qu'il fallait investir dans le numérique et dans le militaire pour retrouver la souveraineté que nous avons complètement perdue. Encore une fois, il y a encore 600 avions F-16 ou F-35 qui sont en commande. Et des Patriotes, voilà, les missiles, qui sont américains. Et je vous rappelle que ces avions sont bourrés de lignes de code numériques que le président pourrait demander à son armée de clouer au sol. Est-ce que Trump est peut-être frustré parce que ça n'avance pas assez vite? Regardez ce que dit... Il est pressé, ce garçon, c'est sûr. Écoutez ce que dit l'European Council on Foreign Relations. Les demandes de Trump semblent refléter une profonde frustration face à l'approche professionnelle, calme et bureaucratique de l'Union européenne dans les négociations commerciales. On est peut-être là aussi dans une différence culturelle qui se montre au grand jour avec un Trump président. Mais non, tout ça est clownesque. Mais non, que Trump soit un type hyper narcissique, menteur et brutal, qu'il n'aime pas l'Union européenne, il déteste l'Union européenne, c'est une évidence. Mais il faut arrêter de croire que c'est un imbécile. C'est pas un imbécile. On n'arrive pas 2 fois là-haut à la
Maison-Blanche, en étant 2 fois élu, en étant totalement idiot. Donc moi, je ne crois pas au protectionnisme. Je pense que ça ne marche jamais à terme. Mais pour le quart d'heure, il est évident que son projet, il est très... Moi, je n'y crois pas, mais il est cohérent. C'est de relocaliser la consommation et la production aux États-Unis, de faire venir les investisseurs aux États-Unis, 2, de faire baisser le dollar pour que les exportations soient favorisées. Mais il est évident que tous les grands chefs d'entreprise, soit dans le Big Pharma ou dans le luxe ou ailleurs... Ils sont déjà en train de le faire. Et Macron leur dit « Ah, mais c'est pas bien, il est mignon, mais c'est gentil. » Bon, mais c'est pas ça qui va les empêcher de sauver un chef d'entreprise n'est pas là pour détruire sa boîte. Il est là pour que ça marche. Donc évidemment que les grands patrons vont investir aux États-Unis. Et que de ce point de vue-là, Trump, il est pas... je sais pas s'il a gagné, mais il est pas perdant. Oui. On va écouter justement Bernard Arnault cette semaine, qui était auditionné par le Sénat. Justement, c'était avant effectivement, il y en a beaucoup effectivement de enquêtes parlementaires. Un petit côté procès de Moscou. Effectivement, il s'est exprimé, c'était avant que Donald Trump menace de nouveau l'Europe de 50% de droits de douane, et regardez le message qu'il a donné au gouvernement. L'Europe est un allié traditionnel des États-Unis et réciproquement. Voilà. Et M. Trump est très ouvert à ça. Mais si on le menace, si on lui dit soit nous on arrive, on va prendre telle ou telle mesure, soit on ne veut plus que nos entreprises investissent aux États-Unis, on aura le résultat inverse. C'est sur quoi j'essaye d'intervenir, modestement. Quel dommage que ce soit pas lui qui négocie. Moi, je dis ça sans ironie, et je pense qu'il a évidemment raison. Voilà. Non seulement les grands patrons vont continuer à investir aux États-Unis, et de ce point de vue-là, Trump n'aura pas perdu son pari, mais en même temps, si on pouvait négocier intelligemment au lieu de lui donner des coups de menton et de dire que c'est un imbécile, ça marcherait mieux. Et c'est la même chose avec des gens comme Poutine. Plus ces gens-là, il faut bien voir que c'est quand même d'immenses narcissiques, ces gens-là. Oui. C'est des pervers narcissiques. Plus vous les insultez, plus ils réagissent bêtement et violemment. Voilà. Et donc et d'ailleurs, c'est dommage, je ne connais pas son nom, mais notre ministre du Commerce extérieur a raison. Il s'appelle je sais pas quoi. Voilà, retrouvez-le. On va le retrouver effectivement. Voilà. Mais il a raison de dire le but c'est pas d'aller punir Trump, le but c'est de continuer à négocier. Et donc dans le sillage de ce que dit à juste titre Bernard Arnault. Et c'est pas, si vous voulez, l'économie c'est comme la guerre, c'est pas une question d'abord de morale, c'est aussi une question de fonctionnement. Voilà, Laurent Saint-Martin, effectivement. Oui, Laurent Saint-Martin, je savais que c'était un saint. Voilà, vous le dites vous-même en plus. Non, mais il dit quelque chose de vrai. Moi, je suis pas fanatique. Je veux dire, quand quelqu'un, même s'il est macronien, dit quelque chose de vrai, je salue. Alors, ce qui obsède effectivement Donald Trump, c'est le déficit commercial avec l'Union européenne. Oui. On va regarder ces chiffres. Les États-Unis qui évaluent leur déficit avec l'Union européenne pour les biens à 235 milliards de dollars en 2024. Mais la Commission européenne pointe que l'excédent américain en termes de services ramène le déficit commercial à 50 milliards d'euros. Voilà, c'est vraiment ça qu'il a en tête, Donald Trump, dans ses négociations, et qu'il veut absolument raccourcir. Bien sûr, et c'est pour ça que quand vous regardez ces chiffres, c'est absolument comme une négociation avec, je sais pas, avec la CGT ou avec un syndicat, quand vous partez de positions qui sont complètement éclatées, qui sont complètement opposées, ça veut dire, quand on regarde ces chiffres, qu'il y a du grain à moudre, comme disait le regretté Bergeron, patron de FO, si mes souvenirs sont bons. Et donc, bien sûr, là, on voit qu'il y a de la négociation à venir. Voilà. Ce qui ennuie également Donald Trump, ce sont les poursuites contre les entreprises numériques, les entreprises de la tech, effectivement, ici en Europe. Des patrons qui étaient tous présents lors de son investiture et qui se sont rapprochés de lui pour espérer obtenir aussi quelque chose de la part du président américain. Il a aussi une obligation de résultat quelque part par rapport à tous ces patrons qui ils se sont couchés devant lui, voilà, y compris Zuckerberg qui était démocrate, y compris ceux qui étaient démocrates. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que ce qui se passe est très inquiétant pour l'Union européenne, parce que ces patrons-là lui obéiront. Si Trump demande à ces patrons-là de nous couper les réseaux, ils le feront. Voyez, et donc c'est ça qui est le premier à le faire s'il faut. Est-ce que eux se couperont de notre marché, ça c'est encore une autre question. Mais c'est pas si ça dure 15 jours ou 3 semaines, ils peuvent. Vous savez, la fortune d'Elon Musk, elle était évaluée avant l'élection de Trump à 440 milliards de dollars. Donc il peut se permettre de perdre quelques milliards. D'ailleurs, il l'a fait bêtement en soutenant l'AfD. Tesla a perdu beaucoup en Europe. Mais bon, ce sont des gens qui peuvent se permettre de perdre beaucoup d'argent. Donc ils sont dangereux. Ils sont dangereux
parce qu'ils obéissent à Trump, l'armée aussi, je parle des F-16, des F-35 obéissent à Trump, et donc les mesures de rétorsion des États-Unis vis-à-vis d'un continent, enfin d'une Union européenne qui n'a jamais eu l'idée d'investir dans sa souveraineté numérique et militaire. Voilà. Alors, on ne peut pas se passer des États-Unis, les États-Unis non plus ne peuvent pas se passer de nous. En tout cas, c'est ce que disait Thierry Breton, qui était sur notre antenne hier. On l'écoute. Oui. C'est normal. Bien sûr qu'on n'est pas pour l'escalade, bien sûr qu'on n'est pas pour faire la guerre, mais on est là pour dire, voilà, on est quand même 450 millions, on est un continent, on est le deuxième marché mondial, on est absolument vital et indispensable pour les États-Unis d'Amérique. Ils ne peuvent pas se passer du marché que nous représentons, y compris dans sa diversité, et en particulier également en matière d'innovation et de recherche. Voilà, donc l'Europe a quand même quelques cartouches. Thierry Breton a raison. Oui, mais c'est pas en donnant des coups de menton stupides, c'est parce qu'on est 450 milliards et qu'on est des clients. Et donc, pour Trump, des clients, ça se respecte. Bon, et donc Thierry Breton a entièrement raison. Il dit deux choses. Un, pas d'escalade, surtout pas d'escalade. Et je dis la même chose. Et deuxièmement, oui, on a de quoi négocier. Voilà, mais c'est la négociation. Encore une fois, je vais pas le radoter, mais c'est ce que dit notre ministre des Affaires étrangères, mais du commerce extérieur. Voilà. Alors, autre objectif aussi pour Donald Trump, est-ce que c'est aussi peut-être pas aussi de diviser un peu cette Union européenne que lui-même ne comprend pas beaucoup ? Bon, il n'a pas besoin de la comprendre, il s'en fiche, ça l'intéresse pas, il le dit, c'est pas son vrai sujet, c'est la Chine évidemment. Évidemment la Chine aussi bien sur le plan militaire que sur le plan commercial et sur le plan technologique, parce que la Chine atteint aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des réalisations comme DeepSeek par exemple, elle atteint le même niveau que les États-Unis ou pas loin, et beaucoup moins cher quand même, beaucoup moins cher, même si on a triché sur les prix, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc on a pour Trump le vrai sujet, c'est quand même la Chine, et puis ce qui se passera à Taïwan évidemment, qui est très très dangereux parce que les États-Unis ont des accords avec Taïwan depuis au moins 2014 et donc ils ont des accords de défense avec Taïwan, donc c'est très dangereux. Et c'est vrai que la Chine progresse de manière exponentielle, donc pour lui, mais s'il peut encore une fois au passage foutre un coup de pied à l'Europe, il en profitera. C'est pas un ami. Alors, encore une fois, c'est un allié mais pas un ami. Autre obsession de Donald Trump, c'est Harvard. Dernier coup porté à la prestigieuse université, l'interdiction d'accueillir des étudiants étrangers. C'est un quart des effectifs. 6800 étudiants, dont une grande partie venue de Chine, justement d'Inde, du Canada, la Chine qui a d'ailleurs condamné cette décision. Le gouvernement accuse Harvard d'héberger en son sein des individus anti-américains, pro-terroristes, ainsi que de favoriser la violence, l'antisémitisme et même de collaborer avec le Parti communiste chinois. On va écouter Donald Trump. Parce que je pense qu'Harvard est une honte. Je pense que ce qu'ils les ont fait est une honte. Ils sont manifestement antisémites. Et tout d'un coup, ils commencent à bien se comporter. Mais quand on voit ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, comment ils géraient les événements, quand on voit cette femme, cette horrible présidente qui a ruiné l'image d'Harvard, peut-être de façon permanente au Congrès, dans les couloirs du Congrès. Quand on regarde ce qu'il s'est passé là-bas, c'est horrible. C'était horrible. Alors, ça vous a fait beaucoup rire, Luc Ferry. Ouais. Harvard, c'est vraiment, ça représente tout ce que le président déteste, bastion de l'antisémitisme, de la gauche radicale, des dérives identitaires. Du wokisme, de la cancel culture, comme on dit en bon français, des sensitive readers. Ben, hélas, tout ça est vrai. Et néanmoins, la décision prise par Trump... ça reste quand même une des universités les plus prestigieuses d'Europe. Tout le monde devait y rentrer à Harvard. Enfin, il y a peut-être des gens qui veulent y rentrer. Moi, j'y enverrai jamais mes enfants, parce que à Harvard, qui est une université que je connais très bien... Vous y avez donné des conférences vous-même ? Oui, j'ai donné des conférences sur la pensée 68, justement. Et à Princeton aussi. Donc Harvard, c'est le pire du pire. C'est vraiment le foyer du wokisme et de la cancel culture. Et c'est vrai que les étudiants démocrates ont arraché dans ces universités les photos des otages israéliens. Donc c'est ce qu'il dit. Et pas, comme toujours, c'est pas intégralement faux. Maintenant, la décision est absurde. Oui. La décision est absurde. En plus, il se fait bouler par la juge qui est en charge du dossier. Donc ça a été suspendu, effectivement. Voilà. Mais ce qui est vrai... Et moi, je vous renvoie au très très bon article de Steven Pinker, qui est professeur à Harvard, qui dit l'attitude de Trump est stupide, elle est indigne, elle est stupide, mais c'est vrai, 75% des attaques à la liberté d'expression viennent du wokisme et de la gauche américaine. Moi, je pourrais plus aujourd'hui donner une conférence à Harvard parce que, comme universaliste républicain français, je suis considéré comme l'archétype du raciste. Parce que je fais pas de discrimination positive. Si on me dit que je vais noter différemment un élève en fonction de sa couleur de peau, je dis non.
Voilà. Je suis contre l'affirmative action. Donc, si vous êtes contre l'affirmative action à Harvard, vous passez pour un salaud de raciste. Et donc, l'universalisme français, l'idée républicaine française est constamment accusée par la gauche américaine, et le foyer, Harvard en est un des grands foyers, d'être raciste systémique. Souvenez-vous que c'est ce que Papendiaï, notre ancien ministre de l'Éducation, avait dit quand il était arrivé aux États-Unis. Il avait dit la France est affectée d'un racisme systémique. Tous les Américains qui étaient là, tous les universitaires qui étaient là avaient applaudi, sauf le petit nombre qui résiste encore à ce déferlement de wokisme qui s'empare des universités américaines. Donc la vérité, c'est que Trump gâche un bon dossier, parce que avec sa brutalité et sa bêtise habituelle, il gâche un très bon dossier qui est la lutte contre la cancel culture. Il évoque aussi l'audition dans ce sonore qu'on a entendu de l'ancienne présidente d'Harvard sur la mobilisation pro-palestinienne qui a fait effectivement du mal à Harvard. À son arrivée au pouvoir, le président Trump passe au tamis de l'antisémitisme. Toutes les institutions, finalement, toutes les organisations internationales également, elles sont toutes passées au tamis de l'antisémitisme et jugées en fonction de ce qu'elles ont fait ou pas fait, justement, pour empêcher les dérives. Non, ce qui le gêne, et là je suis obligé de lui donner raison, c'est que les étudiants démocrates de la gauche américaine ont arraché dans ces grandes universités, et ça s'est vu dans le monde entier, on a vu ces images, ont arraché les photos des otages israéliens. Est-ce qu'il faut interdire pour ça? Oui, ça, il faut interdire ça. Oui, non, mais est-ce qu'il faut interdire pour cela que des étudiants étrangers, effectivement, arrivent à Harvard? C'est pour ça que je vous dis qu'ils gâchent un bon dossier. Oui. C'est exactement ça. En vérité, vous avez 2 attaques contre la liberté d'expression aux États-Unis. C'est le pays le moins libre du monde aujourd'hui, paradoxalement. Vous avez les attaques qui viennent de la gauche américaine, donc on arrache les photos des otages israéliens parce qu'on est pro-palestinien, on fait du féminisme, du wokisme, âgé continu, de la diversité, etc., de l'affirmative action, etc. Bon, et puis de l'autre côté, vous avez les crétins de droite qui sont pas mieux et qui font, c'est Vance, et donc qui vont interdire les étudiants étrangers à Harvard. Voilà, c'est aussi bête. Et donc vous avez c'est les 2 mâchoires d'un étau qui écrasent aux États-Unis la liberté d'expression. Moi, je pourrais plus enseigner là-bas, c'est impossible. Harvard, il n'y a plus de liberté d'expression aux États-Unis. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. On est coincé entre les wokistes et les républicains. Voilà. 8 présidents, 150 prix Nobel quand même, qui sont sortis d'Harvard. Oui, mais c'était il y a longtemps, je peux vous dire, c'est pas... c'est pas si longtemps que ça, quand même. Les prix Nobel, c'était pas il y a si longtemps. Ah non, ça a périclité complètement, encore une fois. Un républicain français ne pourrait plus faire un cours à Harvard. Vous envoyez Henri Guénaud au Chevènement, il se ferait, mais pulvérisé. C'est comme à Sciences Po Paris. Alors, on reste dans l'éducation, justement, qui est un thème qui vous est cher, ancien ministre de l'Éducation, avec cette une de Libération. Tiens, est-ce que vous l'avez vu, cette une de Libération? Non, je lis pas Libé depuis 20 ans. Oui, mais vous pouvez regarder un petit coup d'œil. Regardez, peut-on encore sauver l'école? C'est une question que tout le monde peut vous poser. Effectivement, vous êtes passé par là. On dirait du Finkielkraut, c'est bien. Vous savez très bien de quoi vous parlez, avec des écarts de niveau qui persistent dans le premier degré, selon la Cour des comptes. Justement, Libération s'en fait l'écho. Le niveau des élèves est inacceptable, peut-on lire dans le rapport. En cause des problèmes d'organisation, du sous-investissement, Emmanuel Macron avait pourtant promis de réduire ces inégalités dès 2017. Est-ce que c'est voué à l'échec en France ? Quand j'ai dit ça en 2022, en arrivant au ministère, je me suis fait pulvériser par Libération, évidemment, que j'étais quasiment un fasciste, parce que je disais que j'avais dit que 35% des élèves qui arrivent en classe de 6e sont dans une situation d'illettrisme à des degrés divers plus ou moins graves. Ce qui étaient les chiffres d'ailleurs de Jean Ferrier, qui était le directeur des écoles de Lionel Jospin, donc pas vraiment un homme de droite ni un fasciste. Bon, et donc ils ont fait causer évidemment Jack Lang qui a dit que j'étais le roi des crétins, qu'on pouvait pas dire des choses plus ignobles, pour insulter les professeurs. Et Libé n'arrêtait pas, mais à chaque fois, chaque semaine. Donc Libé vous donne raison aujourd'hui, quelque part. Oui, mais c'est un peu tard. Il fallait se réveiller avant. Donc moi, tout mon combat, c'était la lutte contre l'illettrisme, et tout mon combat, c'était autour de l'école primaire. Tout se joue à l'école primaire. Après, quand vous avez manqué la marche à l'école primaire, c'est très 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 difficile de rattraper. Et donc c'est pour ça que j'ai fait les dédoublements de cours préparatoires, et que d'ailleurs Blanquer a eu la gentillesse de reprendre, et donc c'est bien d'avoir fait ça. Et donc moi, c'était mon combat, c'est la lutte pour la maîtrise des fondamentaux à l'école primaire. Alors à l'époque, Libé me traitait de fasciste, ou à peu près. Mais en fait, il y a une question derrière tout ça, c'est ce qu'il y a encore un ascenseur social en France? Est-ce qu'il existe encore? Auparavant, c'était l'école. Non. C'était l'école qui permettait aussi de s'émanciper de son milieu. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Oui. Alors, il y a un problème, c'est que l'école ne peut pas éponger les inégalités et toutes les inégalités sociales. Elle est là pour ça.
ça, elle y aide, mais elle peut pas tout faire. Et donc moi j'avais un directeur de l'évaluation qui était un polytechnicien très intelligent et qui était un homme de la vraie gauche, alors pour le coup bien à gauche, et qui me disait s'il n'y avait pas l'immigration et les quartiers, alors il tenait un discours qui peut paraître pas de gauche, mais qui était vraiment de gauche, on serait à la limite premier dans les enquêtes PISA. Donc on a un problème, c'est qu'on n'a pas réussi l'intégration en France. C'est pas une question de xénophobie, mais si vous avez des parents qui ne parlent pas le français, qui n'ont pas un livre chez eux et qui ne peuvent pas aider les enfants à faire leurs devoirs, parce qu'eux-mêmes ont quitté l'école très tôt et que ça s'est mal passé, pour ça que je voulais faire l'école des parents. Grande idée, l'école des parents. Faire venir ces gens-là pour les aider à aider leurs enfants. Voilà. Mais c'est pas une question de xénophobie, c'est juste la réalité sociologique. Et donc, comme on a raté l'intégration, parce que depuis 68, on plaidait contre l'intégration. On fabriquait des profs pour enseigner aux enfants dans leur langue étrangère, au lieu d'essayer de leur faire apprendre le français. Et donc, comme on a complètement, à cause de 68, raté l'intégration, évidemment, l'école ne peut pas tout remplacer. Et puis, on paye trop mal les profs pour avoir un recrutement de profs qui soit d'un niveau aussi excellent que dans les années 50. Normalement, du gouvernement. Juste, il y a une convention citoyenne sur les temps scolaires qui va être lancée. Ça sert strictement à rien. C'est encore une ânerie. De donner la parole aux citoyens qui vivent c'est complètement con, arrêtez. C'est prendre des gens, c'est débile. Non. À condition qu'ils soient entendus. Parce que mais non, d'abord, ils ne seront pas entendus comme dans toutes les conventions. En plus, c'est complètement débile. C'est des sujets extrêmement techniques. Ça suppose la sécurité routière, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Et puis, soyons clairs, l'échec scolaire n'a rien à voir avec le temps scolaire. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est rentré dans une société d'innovation permanente et de déconstruction des mots traditionnels, et que ce soit la civilité ou que ce soit la grammaire, c'est des traditions, c'est pas de l'innovation, voilà. Et donc on est rentré dans une logique de déconstruction des valeurs traditionnelles de l'école, et on le paye très cher. Voilà, il faut revenir aux républicains traditionnels, il faut revenir à Victor Hugo, il faut revenir aux fondamentaux, voilà. Mais c'est pas une question de temps scolaire. Là, on amuse le client. Encore une fois, c'est débile. Allez, Luc Ferry, un petit mot sur le bac philo qui arrive. Ce sera le 16 juin, effectivement. Un sujet sur lequel les élèves pourraient plancher cette année en résonance avec l'actualité, Luc Ferry, la liberté par exemple. On parle que ce thème n'était pas présent ces dernières années, mais il pourrait effectivement revenir. Liberté d'expression, liberté face aux nouvelles technologies. Écoutez, la dissertation en 3 parties, comme disait, je crois c'est Deleuze qui disait ça, thèse, antithèse, foutaise. C'est drôle. C'est un très bon exercice d'instruction civique, parce que ça vous permet de discuter, de faire. Ça n'a aucun rapport avec la philosophie. Il n'y a pas un seul philosophe dans l'histoire de l'humanité, ni Aristote, ni Kant, ni Heidegger, ni Nietzsche, ni Spinoza, ni Leibniz, ni Descartes, qui a fait une dissertation en 3 parties. Demandez-vous pourquoi. La philosophie, c'est 3 questions, mais les questions sont bêtes. C'est les réponses qui sont géniales. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le bien et le mal? Qu'est-ce que la sagesse et le salut et la vie bonne pour les mortels? Voilà, ces 3 questions absolument basiques qui n'ont comme question aucun intérêt, et c'est les réponses qui au fil du temps se sont construites et sont chez les très grands philosophes qui sont absolument géniales. Donc moi je suis pour un enseignement en terminale d'histoire de la philosophie, que nos enfants apprennent ces grandes visions du monde, comprennent ce qui est... Voilà, on n'est pas un génie à 18 ans, rarement après non plus, mais enfin, en tout cas pas, on peut pas philosopher à 18 ans, c'est idiot. Et la dissertation, il faut mettre ça dans les cours d'instruction civique, mais surtout pas en philo. C'est le contraire de la philosophie, c'est la discutaillerie, c'est le café du commerce. On termine avec l'image de la semaine, Luc Ferry, comme tous les week-ends. Regardez, c'est dans le bureau ovale cette semaine, on y voit le président américain avec le président sud-américain Cyril Ramaphosa. Vous savez que le président Trump a accusé l'Afrique du Sud de génocide blanc, soutenu dans le bureau ovale que des milliers d'agriculteurs blancs avaient été tués. Il a à un moment donné dit « Attendez, on éteint les lumières ». Il a passé une vidéo, des articles qui prétendent soutenir ces accusations de persécution, qui ont ensuite été analysés. Il y avait beaucoup d'inexactitudes. On a beaucoup parlé du bureau des embuscades. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le bureau ovale est devenu le bureau des embuscades dans ce qui s'est passé avec Zelensky fin février? Maintenant, c'est vrai que les dirigeants étrangers disent attention, je ne veux pas faire un Zelensky quand je vais aller voir Donald Trump dans le bureau ovale. Oui, c'est la technique de Trump. D'ailleurs, c'est la même chose dans toutes les négociations. Il commence par foutre deux paires de baffes au gars qui est en face, et ensuite il essaie d'en faire un ami et de négocier avec lui. Voilà. Mais c'est vrai que l'épisode qui a frappé le monde entier, c'est la manière dont il a, avec Vance,
d'ailleurs, pulvériser ce malheureux Zelensky. C'était assez atroce à voir, d'ailleurs. Et puis après, il a signé le contrat sur les terres rares, qui, à mon avis, est probablement le seul moyen de protéger l'Ukraine aujourd'hui. Parce que sinon, hélas, le vieux grizzly russe, je suis pas sûr qu'on réussisse à l'arrêter. En tout cas, si on réussit, ce sera grâce à ce contrat. Voilà. Mais toujours, sa technique est là. Voilà. Il tape d'abord et il discute après. Ouais, une télé-réalité qu'il affectionne aussi, parce que c'est en direct. Hein. Il y a toutes les télévisions du monde qui regardent. Il adore cette com, mais ça marche. C'est aussi comme ça qu'il est élu. Hein. Ça marche. Il y a deux choses qui l'ont fait élire. Cette brutalité, ce narcissisme. Voilà, c'est aussi quand même un menteur pathologique. Bon, cette brutalité, et d'autre part le fait qu'il joue sur cette idée que les chrétiens américains finalement acceptent dans une grande majorité, à savoir qu'il a été sauvé par Jésus. De son bien attentat, sûr. Voilà. Il le revendique, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Luc Ferry, d'être venu sur LCI. C'est très gentil à vous. Et pardon d'être aussi véhément, mais c'est des sujets qui mobilisent. C'est votre passion habituelle. La passion, voilà. Effectivement. On vous retrouve la semaine prochaine sur LCI.